après l'excellence de ce qui a été présenté ce matin, on va peut-être oublier, on se racontera des choses l'année prochaine, j'espère, sur le rationnel et les données expérimentales qui nous ont conduit, le rationnel expérimental et translationnel, à proposer l'utilisation des cellules souches mésenchymateuses d'origine différente dans 2 maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Par contre, cette plaque et cet article que je recommande à chacun dans cette salle de McGonigal en 2006 a été un des points importants du raisonnement, puisque finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'au cours des 20 dernières années, avec la meilleure connaissance du background génétique de toutes les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, on a tous compris, même nous les cliniciens, qu'il existe une interaction extrême entre ce qu'on appelait au Moyen-Âge, quand on a commencé médecine, auto-immunité, et qu'il importe aujourd'hui de différencier ce qui est l'auto-immunité réelle, avec une rupture de tolérance qui met en jeu la réponse immune adaptative et qui est fondamentalement dirigée contre des antigènes natifs et qui est une anomalie acquise avec une expression clinique, de l'auto-inflammation qui met en jeu la réponse innée avec, sur ces phénomènes d'auto-inflammation, des facteurs tissulaires locaux qui vont aboutir à une réponse pro-inflammatoire, la mise en jeu de la libération d'anomalies de la libération cytokinique, avec un phénomène déclenchant qui peut être X ou Y, et qu'à ce moment-là, il y a dans cette réponse auto-inflammatoire un background génétique important. Et donc finalement, on a un spectre avec de rares maladies monogéniques auto-inflammatoires, et en vous écoutant, chers collègues, je me disais, il y a de l'auto-inflammation quand même dans les brûlés, et puis de rares maladies monogéniques auto-immunes, et toutes nos fameuses maladies de médecine interne ou de neurologie ou auto-immune et inflammatoire, ce sont des maladies avec un fond polygénique et une association auto-immunité, auto-inflammation. Et le deuxième rationnel, et j'ai coupé les plaques, c'est que finalement, il nous a fallu 15 ans pour montrer la validation de l'approche par greffe de moelle dans les maladies auto-immunes et la mise en rémission complète. Mais comme le dit élégamment Marie Hudson, quand on challenge, comme ils disent, eh bien, on ne peut pas appliquer la greffe de moelle à tout le monde. Et dans un modèle qui est la sclérodermie, eh bien, on ne va pas autogreffer tout le monde. Et on l'a vu ce matin avec l'exposé de Grégory. De même, dans le lupus, qui est une maladie plus fréquente, les approches par greffe de moelle ont montré dans des lupus extrêmement sévères qu'on mettait ces malades en rémission. Pour autant, la morbimortalité, qui est encore plus élevée que dans la sclérodermie dans ces malades, ont conduit à limiter à l'extrême les indications. Donc, dans ces 2 modèles qui sont ces maladies qui nous intéressent aujourd'hui, sclérodermie et lupus, il y a un 3e point à prendre en compte, c'est qu'il existe finalement une parenté dans les mécanismes qui sont mis en jeu. Et quand on regarde la réponse, la signature TNF-interféron avant, qui est activée dans cette auto-immunité, auto-inflammation avant autogreffe, ce qui a aussi été montré, c'est que finalement, dans ces gènes inductibles au cours de la maladie, on voit qu'après l'autogreffe, eh bien, on a une extinction du signal. Donc, pour aller très vite et de manière très schématique, c'est ce qui a été la base de notre raisonnement. Donc, quand la chaire ANSM et nos instances nous ont dit « Ok, allez-y, faites des autogreffes dans les sclérodermies, vous avez un PHRC », il nous a fallu 15 ans, mais avant de pouvoir débuter, ils nous ont demandé d'analyser la moelle des patients que l'on allait prélever pour des autogreffes. Et c'est ce qui nous a permis de nous intéresser, et il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, dans un premier temps, donc il y a exactement 10 ans, à se poser cette question, est-ce que les cellules souches mésenchymateuses, puisque c'était la période où c'était mis en évidence et où tout le monde s'y intéressait, des malades atteints de sclérodermie ont un comportement normal. Et dans un premier temps, sur 21 patients issus de France et de Suisse, avec Audrey Jérôme et Valérie Vanneau, eh bien, on a eu l'impression qu'effectivement, sur ce qu'on a appris ce matin, le phénotype était normal, la prolifération CFU, mais hier j'ai compris que c'était éminemment variable et l'expression du FGF était similaire et que l'inhibition de la CML également, les supports d'hématopoïésis, tout était parfait. Donc on était parti, contrairement à ce que vous avez dit, docteur Maria, sur une approche autologue et le premier PHRC était déposé en autologue. Mais, comme je dis, eh bien, revenons 10 fois sur l'ouvrage. Et secondairement, avec Laurence Michel, Valérie Vanneau et le même groupe, on a
et connaissant les résultats acquis par les Chinois sur le lupus et d'autres groupes, qui commençaient à montrer que les cellules souches mésenchymateuses des malades atteints de maladies auto-immunes avaient des comportements anormaux, eh bien nous aussi, on a montré qu'il y avait une expression anormale du récepteur au TGF-bêta, et là, ça nous a fait reculer et changer. C'est bien d'être refusé au PHRC, comme ça on peut changer d'avis et remettre la grande. Et l'année d'après, eh bien, on a proposé une approche allogénique. Et c'est ça qui nous a conduit à avoir cette approche allogénique. Donc on a changé d'envie au milieu. Parallèlement, nos amis italiens publiaient un premier malade, et j'ai souligné en jaune parce que c'est mieux pour nous tous, on se rappelle en fin de journée, et ça résume sur cette plaque ce qui est la complexité de l'approche par cellules souches hématopogéniques. Tout a été fait et son contraire. Les uns ont pris des patients sclérodermiques avec une approche allogénique et de la moelle osseuse, des cellules souches dérivées de la moelle osseuse. Les autres ont pris une approche autologue dérivée de la moelle osseuse, cryopréservée. On a compris avec les deux exposés magistraux de tout à l'heure combien c'était hétérogène. Et ensuite, ils ont expandu. Et nonobstant ce degré de variabilité, et Audrey nous l'a bien montré, eh bien, des incertitudes à chaque étape. Ce qui fait que, effectivement, les cliniciens que nous sommes, quand on injecte chez les malades, on finit par se poser des questions. Parallèlement, le groupe de Kaiser, et tout est raconté sur l'expérience clinique à peu près, a publié une cohorte de 5 patients. Et vous voyez là encore des patients sclérodermiques qui avaient certes eu tous une anesthésie locale pour prélever des cellules souches mésenchymateuses autologues, mais on s'aperçoit que l'âge du donneur était éminemment variable, que le nombre de cellules qui ont été transplantées variait de 0,22 à 2, et que finalement, quand on essaie de disséquer, mais c'est un grand mystère la préparation des cellules souches mésenchymateuses pour nous, ce qui se passe dans ce qu'on appelle pudiquement les GMP Facility, vous avez vu que ce sont des secrets de famille que l'on garde jalousement. Donc on peut se moquer des Chinois, mais finalement on ne sait pas beaucoup mieux ce qu'on fait chez nous. Donc quand on regarde et quand on va dans clinical.gov, et merci Pauline d'avoir fait cette plaque, eh bien on voit que ça n'est pas que Farge, c'est Matec, c'est l'ensemble des gens qui sont dans cette pièce qui ont travaillé depuis 5 ans entre le moment où on a eu le PHRC et aujourd'hui où nous sommes à 16 malades inclus sur 20, donc au fond de la place de la salle, tous les cliniciens qui veulent s'associer aux 4 derniers malades à inclure, s'il vous plaît, prenez le protocole. Eh bien, il y a un essai de cellules souches mésenchymateuses allogéniques qui est celui-là chez des patients sclérodermiques. Et puis, on voit que nos amis chinois, vous allez voir, s'intéressent aussi au sujet. Et en matière de lupus, même chose. La Chine, le monde change, donc on va à l'Est. Et puis, nos amis américains ont un essai. Et puis, c'est tout. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui dans le tuyau et dans le pipeline. Que fait-on avec nos amis chinois ? Donc, c'est assez complexe à comprendre, puisque avant de traiter des malades sclérodermiques par cellules souches mésenchymateuses, avec Manuela Badoglio et Myriam Labopin, on a eu la chance de pouvoir fouiller un peu dans leur base de données et nos collègues chinois. On s'aperçoit qu'ils ont ce qu'ils appellent un traitement d'induction. Et ce traitement d'induction coexiste avec le traitement par cellules souches mésenchymateuses chez des patients qui ont une sclérodermie sévère systémique résistante au traitement classique ou rapidement évolutive. Donc, ils pratiquent des échanges plasmatiques, ils injectent de l'endoxan et ensuite ils injectent un 10 puissance 6 cellules et c'est publié dans Arthritis Research avec une régression, une amélioration du score de Rodnan, une amélioration de la DLCO. C'est tellement magique qu'on pourrait en douter, mais il ne faut peut-être pas trop douter puisque Inès Colmenia nous a entre autres montré ce trapisme pulmonaire qui est extrêmement important dans l'approche de cette maladie et de cette thérapie pour ces patients. Donc finalement, quand on regarde les marqueurs sérologiques périphériques, je pense qu'on ne peut rien en dire et donc on va passer à la plaque suivante. Et quelle est la question qui se pose aujourd'hui, que ce soit en Amérique du Nord ou que ce soit en Europe ? Eh bien, c'est comment peut-on progresser chez les 70% de malades sclérodermiques dont le risque de mortalité, on l'a vu ce matin, est considérablement augmenté avec une morbidité considérable et les standard deviations que l'on se rappelle et dont on se souvient, eh bien, ça veut dire qu'il faut proposer des thérapies parce qu'il n'y a pas de traitement. Et c'est pour ça que dans ce cadre, avec Toulouse, Poitiers, Strasbourg, Lille et on espère demain Marseille, nous avons pu aujourd'hui traiter ces 16 patients atteints de sclérodermie systémique diffuse rapidement progressive, réfractaire au traitement conventionnel et non candidats à la greffe.
avec une étude qui est une étude de phase 1-2, c'est-à-dire une tolérance, et une étude de dose. Donc voilà, la courbe d'inclusion, c'est le temps de la recherche à la PHP et dans notre système. Donc Élodie Lemadre veille à ce qu'on accélère les procédures, et c'est extrêmement intéressant d'avoir des contacts plus rapprochés avec les agences qui s'occupent de la régulation, mais pour autant, il y a un temps incompressible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'analyse intermédiaire de safety sur l'étude avec 10 patients qui ont reçu un 10 puissance 6 montre qu'on a pu passer à l'étape d'après 3 10 puissance 6. C'est un appel dans cette salle pour qu'on puisse inclure, je me répète un peu, les 4 patients. Donc, le docteur Bourrin est dans cette salle, et il n'aura pas la réponse aux résultats parce que hier, on a eu une réunion avec nos collègues, et notamment, je veux redire aujourd'hui que c'est Lux Ncebé qui a fait le pont, qui nous a donné sa recette, et qui là nous l'a donné, donc on a fini par comprendre les 60 pages de l'IMPD, qui a permis ce transfert de compétences à Saint-Louis, et c'est Audrey Crasse, avec l'accord de Jérôme Larguero, qui a travaillé pendant des heures, et son équipe, pour mettre au point la procédure, et que nous, cliniciens, eh bien, soit on rêve, soit on a la berlue, mais quand même on n'a pas l'impression qu'on travaille pour rien, et heureusement, parce qu'il y a des jours où on est préoccupé par la lenteur, et que l'idée, c'est de finir cet essai ensemble et qu'on aille à l'Europe, parce que si on n'est pas capable de mettre des plateformes de production où il y a eu 10 millions sur le programme emprunt, ou 6, corrigez-moi ceux qui sont dans cette structure, avec des plateformes de recherche clinique, eh bien, la France des Gaulois ne pourra pas progresser, et on continuera à reculer sur l'Europe, ce qui serait dommage, parce qu'aujourd'hui, ICEL a su avoir 5 projets européens, on a le réseau européen sur la sclérodermie, on a la plateforme de production, donc pourquoi ne pas y aller? Je ne rentrerai pas sur les analyses, les études annexes qui comprendront l'immunologie avec Karine Tarte, l'analyse de la régression de la fibrose avec Laurence Michel et McGill et le labo d'Inès Colmenia, l'analyse du microchimérisme avec Nathalie Lambert et la caractérisation des CSM injectés en collaboration entre Audrey Crasse et Inès Colmenia et bien sûr leurs équipes. Alors sur le lupus, ça a beau venir de Nanjing, ceux d'entre vous, et Dominique Charon y est souvent, et d'autres qui ont le privilège d'aller en Chine, voient qu'il y a 10 ans, on rigolait, aujourd'hui, ils sont allés sur la face cachée de la Lune. Donc oui, il y a 12 PhD tous les lundis qui travaillent, et oui, ce sont eux les premiers dans le groupe de Sun, qui est à Nanjing, qui ont mis en évidence ces anomalies au niveau de l'expression des gènes des cellules souches mésenchymateuses chez ces patients lupiques, et c'est au moment où ils ont produit ces données qu'on a révisé notre copie en se disant quand même le bon sens que Florence nous a montré, c'est peut-être pas tout à fait normal chez ces patients, et faut-il avoir une approche autologue ou allogénique. Et j'ouvre une petite parenthèse. Mary Hudson s'est commise, en même temps qu'un travail considérable sur les modifications épigénétiques associées dans ces maladies. Je vous recommande son article, et on va voir que peut-être tout n'est pas black and white, mais que c'est comme ça qu'on progressera. Donc, qu'est-ce qu'ont montré les Chinois? Eh bien, les premiers, parce que le lupus est quasi endémique là-bas, c'est qu'effectivement, quand on injecte des cellules souches mésenchymateuses produites à partir du cordon ombilical, et ce n'est pas pour rien que Matec et Eurocord sont 2 équipes qui travaillent la main dans la main, eh bien, effectivement, sur des malades résistants au traitement de première, de deuxième ligne et sans traitement d'induction, et Manuela Badoglio et Myriam Labopin s'en portent garantes aujourd'hui, eh bien, on voit que, et on a vu la base de données, eh bien, on a une efficacité sur le SLEDAI, et ils ont publié de manière assez expansive, mais ce rapprochement entre Chine et mode de fonctionnement européen et les rigueurs des recommandations de l'EBMT pour la construction de bases de données, et ça va vous être exposé tout à l'heure, permettent de se dire qu'il y a matière à orienter la clinique, et que oui, chez 81 patients à 50 follow-up, on a sur des formes résistance 27% de réponse complète, 7% de réponse partielle, 24% de rechute, mais que dans la première et dans la deuxième année, on a une certaine efficacité. Donc c'est à partir de là, pour essayer peut-être de finir notre psychanalyse sauvage, ou plutôt d'avancer de manière plus large, on a essayé d'associer des sources de donneurs différents, c'est-à-dire de se dire allons vers une production ombilicale corde, parce qu'en travaillant avec Eliane Gluckman, la voie est retracée. Nous avons des patients lupiques, et surtout grâce, et Brigitte Lantz vient d'arriver,
à un prix de la Fondation du Rhin qui a été magistral, puisque quand même ça nous a donné 350 000 euros, plus 100 000 euros mis par la DRCI. Monsieur Bureau, qui est un des deux piliers de la DRCI, préside cette séance, et ça n'est pas inodin. Eh bien, toujours avec difficulté et dans le temps, cela fait 5 ans qu'on a lancé ce projet, on a le financement et on a cherché à la mise en place de production de ces cellules. Il n'a pas été possible aujourd'hui en France de trouver une équipe, il y a 4 ans, qui était prête à s'investir là, à part Audrey, qui nous a supporté et aidé avec l'accord de Jérôme Larguereau. Donc ce qu'on a fait, on est allé d'abord au Portugal, ça a été un échec. On est allé ensuite en Angleterre et avant que le Brexit ne soit conclu, c'est-à-dire le 30 janvier, nous attendons les cellules après 2 ans de combat et 2 ans de pré-run. Donc là aussi, on ne va pas révéler la manière de production, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un appel aux cliniciens du réseau MATEC pour se dire, essayons, avec ce prix de la Fondation du Rhin, avec l'input et 5 ans de travail de toutes les équipes, d'arriver à traiter les 10 premiers malades, d'en tirer des conclusions avec des bonnes pratiques cliniques, et puis parallèlement, eh bien, grâce aux équipes de production de thérapie cellulaire, il y a peut-être une petite niche pour développer la thérapie cellulaire, les MSC à partir du cordon ombilical en France, et sinon, ça doit se construire des deux côtés de l'Europe avec des approches communes. Donc, on est en train, on débute le protocole en mars. Je crois qu'on en a fini. Cette plaque est celle d'Audrey. Donc, elle résume 2 ans pour la production. Et juste pour vous dire que pendant ce temps-là, la roue tourne. Les Américains, qui vont un peu plus vite que nous, ont fait leur étude de phase 1-2 selon exactement le même modèle. Et ils ont traité 20 des 80 patients atteints de lupus. Et nous avons les mêmes critères d'inclusion, sauf que nous, on prend un SLEDAI à 6, un peu plus bas. Eux ont un SLEDAI à 8. Et pourquoi on a pris un SLEDAI à 6 ? Parce que ceux d'entre vous qui êtes rhumatologues cliniciens savaient pertinemment que, et je conclurai là-dessus, le lupus est une maladie encore plus complexe peut-être que la sclérodermie. Et donc, en 20 ans, il n'y a pas eu un seul médicament mis sur le marché dans le lupus, sauf les antibliss. Et c'est aussi pour ça que Thierry Martin co-préside cette séance. Et donc, l'essai français permettra d'avoir des pré-données, en tout cas sur nos 10 malades, en comparant les mêmes critères d'inclusion que des malades lupiques réfractaires au traitement classique, c'est-à-dire mycophénolate mofétile et ou endoxan de première intention, deuxième intention avec un SLEDAI à 6. Donc rendez-vous le 1er mars. Pendant ce temps-là, les Américains continueront à avancer. 10 fois plus d'argent, plus de malades, mais finalement, on se retrouvera quelque part. Merci.